Bonsoir à tous. Merci de votre connexion ce soir pour ce webinaire qui est, donc a pour thème la pérennité des jardins thérapeutiques. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être nombreux ce soir. Je vais vous faire une présentation dans l'ordre que nous avons défini au préalable. Donc, nous allons avoir une intervention au départ de Thomas Guizard et Nicole Bress. Donc, Thomas Guizard est paysagiste jardinier depuis 18 ans. Il a sa propre entreprise, les Ateliers Guizard, et il a choisi de se consacrer à la création de jardins de soins. Il a complété cette approche thérapeutique par une formation suivie auprès de la société Thérapie, dont nous allons reparler. Nicole Bress a suivi des études de paysagisme en France, puis des études d'art-thérapie à Bruxelles. Et son besoin de ressourcement auprès de la nature l'a fait conjuguer tous ses savoirs dans son activité actuelle d'animatrice en hortithérapie qu'elle exerce depuis 8 ans. Et elle travaille en binôme avec Thomas depuis quelques années. On verra l'intérêt justement de ce binôme. Frédéric Rousseau est directeur d'EHPAD. Depuis octobre 2021, il dirige l'EHPAD Altier de Brousse à Paris dans le 20e. Et il a précédemment été directeur de l'EHPAD Oasis dans le 18e. Donc ce sont deux lieux, deux jardins et deux aventures différentes dont il va nous parler. Nous avons Mélanie Selle, qui est infirmière sur le pôle de psychiatrie adulte du CHU, Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Elle intègre en 2018 l'équipe référente du Jardin des Mélisses créée dans l'enceinte de l'hôpital. En septembre 2022, elle est mobilisée pour travailler à mi-temps sur ce jardin thérapeutique. Et en 2023, l'année dernière, elle participe à la première promotion du diplôme universitaire Santé et Jardin, prendre soin par la relation à la nature, dispensé à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne aussi. Le mémoire qui en découle étudie l'intérêt thérapeutique, les difficultés et les axes d'amélioration du Jardin des Mélisses. Et son travail a reçu les félicitations du jury. Enfin, Stéphanie Persson est aujourd'hui praticienne et formatrice en hortithérapie au sein de Thérapie. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une entreprise à vocation sociale. En 2005, elle obtient un doctorat en écophysiologie végétale à l'INRA, qui est l'Institut national de recherche agronomique. Elle se spécialise 10 ans plus tard à AgroParisTech en ingénierie des espaces végétalisés en ville. Et elle est actuellement en cours de certification à l'Institut de psychothérapie centré sur la personne. Elle a également été formatrice au CFA, Centre de formation des apprentis de Saint-Germain-en-Laye. Donc un parcours très riche, très divers. Et son parcours professionnel est donc passé de la recherche à l'opérationnel. Voilà nos 5 personnes présentes avec lesquelles nous allons débattre. Mais une sixième qui n'a pas pu être là ce soir va vous être présentée par Clara. Dans le panel des intervenants, on avait aussi eu la proposition dans l'intervention de Philippe Bosch, qui est donc le président de la Fédération française Jardin, Nature et Santé, et qui par ailleurs est paysagiste et donc conçoit des jardins thérapeutiques. Comme il n'a pas pu être là ce soir, il nous a fait une petite présentation vidéo qui va permettre d'initier la thématique, puis de lancer les portraits des intervenants suivants. Bonjour, je suis Philippe Walsh, le président de la Fédération française Jardin Nature Santé et ne pouvant être avec vous ce soir sur ce thème de la pérennité des jardins thérapeutiques, je voulais juste apporter mon petit témoignage en tant que réalisateur de jardins thérapeutiques. Ce qui est important pour éviter les écueils, c'est que, à l'instar de création de jardins, collectifs ou particuliers, on prévoit toujours un temps qui correspond à la première et éventuellement à la deuxième année de maintenance du jardin, ce temps s'appelant le confortement. Il est budgétisé dès le chiffrage du jardin, ce qui permet évidemment de ne pas rajouter à l'appel à projet, c'est déjà dedans. C'est l'entreprise qui a réalisé qui va maintenir ce jardin. Éventuellement, cela peut se faire avec les référents du jardin, les référents qui ont été désignés à la conception,
qui a été faite, je vous rappelle, en participation. Et puis, le deuxième contrepoint, c'est évidemment l'animation qui va faire vivre le jardin. Donc, le paysagiste et le référent du jardin vont travailler de concert pour prévoir un planning d'animation. Et si ce planning ne peut pas être annuel dans un premier temps, l'idée étant que l'établissement y réfléchisse réellement, soit avec quelqu'un en interne, par exemple l'ASG qui fait déjà d'autres ateliers de thérapie par ailleurs, collectif, ou tout simplement un intervenant extérieur que l'on peut proposer. Il en existe maintenant partout, grâce à vous d'ailleurs, dans toutes les régions. Et ça, c'est important. Notre ami Philippe nous fait une très bonne transition. Nous allons donc commencer par l'amont. Et Thomas, donc je souhaitais te demander, effectivement, toi qui es donc paysagiste, quel est d'abord le jardin de référence autour duquel tu vas voilà, on va discuter, et quelle est l'importance en fait d'intégrer et comment tu intègres dès l'amont cette réflexion sur la pérennité et la pérennisation du jardin sur lesquels tu travailles. Bonsoir à tous. Je voulais au préalable un petit peu préciser ce qu'on appelle par pérennité, parce que pour moi, ça recoupe deux choses assez différentes, mais qui se recoupent plus ou moins directement. Il y a la pérennité de l'entretien, pour être sûr que voilà, le jardin soit toujours accueillant et qu'on ait on a envie d'y aller. Et la pérennité dans l'usage, donc c'est-à-dire la pérennité du fait que les personnes y fassent des choses, qui soient conduits de manière à ce que les gens viennent, ils fassent des ateliers et profitent à plein du jardin avec toutes ses potentialités. Donc, après, forcément, les deux sont un petit peu liés, du fait que si on a un entretien qui est bien, qui est acceptable, qui est bien fait, les personnes pourront davantage profiter du jardin et aussi auront davantage envie d'y mener des ateliers, en tout cas pour les soignants. Le projet ou les projets sur lesquels nous avons travaillé et desquels je vais parler, il s'agit des projets à l'hôpital Sainte-Périne, qui est dans Paris, dans le 16e. Deux projets distincts parce qu'ils sont destinés d'une part au service des soins palliatifs et d'autre part au service de la rééducation en gériatrie. Donc ça, c'est les deux projets au cours desquels nous avons travaillé pendant 3 ans. Sur les soins palliatifs, on avait deux projets, un projet jardin, vraiment jardin, et un autre projet qui était sur les balcons, qui donnait directement sur les chambres. Pour des questions de budget qu'on n'a pas pu obtenir, on a dû se concentrer que sur les jardins. Voilà, donc le jardin a été fait. Cependant, bon, l'avenir est un petit peu incertain parce qu'ils sont amenés a priori à déménager. Donc, ils ne vont pas forcément pouvoir profiter à plein du jardin. Ils seront loin éloignés du jardin qu'on a créé. Par contre, le jardin qui a abouti et pour lequel on est certain qu'il va être pérennisé, il s'agit du jardin en rééducation en gériatrie. D'autant plus que la personne porteuse de projet est particulièrement impliquée dedans et qu'elle a réussi à faire en sorte que tous les soignants, une bonne partie des soignants, s'approprient le lieu et y fassent des choses. Alors, ce qu'on a voulu faire pour pérenniser l'entretien, dès la conception, penser le jardin pour qu'il soit entretenable, c'est-à-dire qu'avec le personnel disponible pour l'entretien, la personne, en l'occurrence le jardinier sur le site, ne soit pas débordé par le travail qu'il a déjà beaucoup à accomplir. Donc ça se fait par la connaissance du terrain et par le choix d'une circulation assez simple d'entretien et le choix de végétaux appropriés, une conception plutôt axée gestion différenciée, c'est-à-dire avec des espaces qui ne demandent pas trop d'entretien en général, voire pas du tout, et quelques espaces un peu plus entretenus. Tout ça, nous l'avons établi avec le jardinier. Pour lui, il n'y avait pas de souci sur l'entretien, d'autant plus que sur certains postes, on allégeait son travail qu'il a actuellement. En faisant, par exemple, en mettant en place des prairies
qu'il n'aurait pas à tondre régulièrement, ce qui était le cas jusqu'à présent. Il tondait beaucoup de pelouses, alors que là, on a beaucoup réduit ces pelouses-là, par exemple. Donc ça, c'est un point. Donc, réduire l'impact au niveau de l'entretien. Après, le jardinier n'entretiendra pas tout le jardin, donc c'est également les soignants ou les personnes impliquées dans le fait de profiter du jardin en tant que lieu de soins qui vont également entretenir le jardin. Alors là, dans ce contexte-là, on n'a pas eu vraiment à intervenir puisque il y a un dialogue en bonne intelligence entre les personnes, aussi bien le jardinier que les porteurs de projets. Donc ils savent qui va faire quoi et on est assez confiant sur le fait que ça va bien se dérouler. En ce qui concerne la pérennité de l'usage des jardins, on a évidemment beaucoup travaillé en amont sur sensibiliser, donc ça c'était surtout le travail de Nicole, sur sensibiliser sur ce qu'est déjà un jardin thérapeutique, puisque les soignants n'ont pas forcément une connaissance très fine de ce dont il s'agit. Parfois, là en l'occurrence sur les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, ils avaient une vision relativement éloignée de ce qu'est un jardin thérapeutique. Ils voyaient surtout le jardin comme une salle de rééducation bis, si vous voulez, mais à l'extérieur. Donc, il s'agissait pour eux essentiellement de mettre à l'extérieur ce qu'ils avaient à l'intérieur, sans prendre en compte la dimension du contact avec la nature. Et voilà. Donc tout ça, ça a été appréhendé par Nicole, et d'autant plus appréhendé qu'elle continue à le faire, puisqu'on a réussi à intégrer dès le début, dans le budget, des interventions régulières sur 2 ans, au cours desquelles elle conseille, elle montre ce qu'on peut faire dans un jardin elle montre ça aux soignants qui sont intéressés. Ça serait pas mal, Nicole, que tu puisses nous parler de la formation en termes de mobilisation de l'ensemble des équipes. Oui, dans cet hôpital public, on est arrivé et effectivement, il y a des personnes, bon, comme toute équipe de soignants, qui sont très sensibles à la nature et à ses ressources, et d'autres qui en sont très éloignés. Donc, le projet en lui-même a pris énormément de temps, hein, 3 ans, il y a eu beaucoup de péripéties, mais enfin, tout le monde qui a porté des projets de jardin thérapeutique savent que c'est souvent un temps très long. Mais dès le début, d'avoir une réunion avec un maximum de personnes de l'hôpital pour que les soignants s'approprient le jardin par donc des séances que je fais auprès d'eux pour voilà, expliquer de passer du jardin décor au jardin acteur de soins. Parler aussi d'évaluation, de savoir ce qu'ils vont faire. Et donc, c'est une expérience très riche d'avoir, donc dans ce contexte de jardin thérapeutique en rééducation, une grosse équipe qui ont, avec des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, enfin, voilà, tout ça qui sont tous au jardin avec moi et qui me suivent et on peut, avant tout partager déjà leur expérience. Vous êtes déjà sortis au jardin, comment ça s'est passé? Comment les patients, se comportent? Qu'est-ce qui vous semble important? Qu'est-ce qui vous semble, pas important? Et en partant déjà de ce qu'ils vivent et quelques séances dès que ça a commencé, dès que le jardin a été, ouvert, de pouvoir rebondir là-dessus et de pouvoir, voilà, les amener à réfléchir davantage et à poser les choses pour que ce soit vraiment un acteur de soins. Cette formation, cette mobilisation, c'est aussi aller chercher dans l'équipe soignante des personnes qui ne sont pas automatiquement informées du bénéfice d'un jardin de soins. Et toi, tu leur amènes par leur propre expérience aussi, en les amenant dehors, du coup, un regard différent qui permet aussi donc à toute l'équipe de se mobiliser autour du jardin finalement sur le long terme. Oui, parce que c'est vrai dans ce cadre jardin de rééducation,
le matériel est très important, hein, et c'était vraiment, voilà, arriver à passer à, comme dit Thomas, cette salle bis où au début énormément pensaient que c'était juste mettre le matériel de rééducation dehors, à une vraie connexion, une vraie relation avec la nature et avec ce qu'elle vous offre tout au long de l'année. Est-ce que tu as, par exemple, voilà, une anecdote assez qui t'a marqué par rapport justement à un soignant qui aurait pu avoir ce contact un peu, voilà, différencié de ce que peut apporter un jardin et d'un peu un revirement de situation? Lors des travaux, pendant les travaux, a été créée une bulle sensorielle faite en branches d'osier vivant. Et le jour J où on a commencé à tresser cet osier de la salle de rééducation, on a vu sortir quelques soignants assez intrigués et qui vraiment ont demandé mais je peux prendre une branche, moi aussi, je peux le faire. Et donc des gens qui étaient quand même voilà, assez éloignés de tout ça et on a vraiment pris plaisir à mettre une branche, 2 branches et ça a été magnifique de les voir participer. Merci beaucoup à Thomas et Nicole. Thomas, tu veux conclure sur ta partie de paysagiste, sur la réflexion des solutions à amener dès l'amont sur la pérennisation du jardin de soins? Oui, bah, je dirais, pour résumer, il s'agit avant tout de bien réfléchir au niveau de la conception, impliquer autant que possible toutes les parties prenantes qui auront à entretenir ou à faire vivre le jardin. Et puis après, on ne maîtrise pas tout, donc il y a des aléas, il y a des changements de personnel, etc. Donc à un moment, faut accepter de laisser le bébé vivre sa vie et espérer autant que possible que ça se passe bien. Je vous remercie tous les deux. Je vais Merci. m'adresser maintenant à Frédéric Rousseau. Je rappelle que vous êtes directeur d'EHPAD sur Paris, que vous avez quitté un premier EHPAD il y a 2 ans. Maintenant, vous êtes à la tête d'un deuxième EHPAD. Et dans ces deux instituts, il y avait un jardin. Est-ce que vous pouvez nous faire votre retour d'expérience en comparaison de ces deux jardins Oui, très différents? alors j'ai travaillé à l'EHPAD Oasis pendant 5 ans. L'EHPAD Oasis, c'est dans le 18e arrondissement. Et il y avait à l'unité de vie protégée, donc un espace extérieur avec de la terre, mais c'était pas exploité. Il s'est trouvé que j'ai fait connaissance avec une riveraine qui est devenue une amie, voilà, qui cherchait à nous aider. Euh, et je dis ça de façon, pas de façon du tout anodine, parce que je pense que les volontés et les énergies de l'extérieur sont très importantes à prendre. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances techniques en jardin, donc elle m'a expliqué que cet endroit pouvait tout à fait faire l'objet de la création d'un jardin. En tout cas, elle cherchait comment m'aider à, à- comment m'aider et chercher comment rendre service à cette maison de retraite et aux personnes âgées qui y habitaient. Alors, on a parlé de créer un jardin, parce il y avait rien. Et on a fait appel à donc, une personne que vous connaissez certainement, qui s'appelle Anne Rib, et qui était tout à fait d'accord pour nous aider à monter un petit jardin. Donc, on n'a pas été très très long à se décider. Et au niveau de l'argent, ça a été assez simple parce que on avait choisi une solution assez light qui consistait à ce que Anne, un mercredi par mois, intervienne à la maison de retraite pour faire un atelier, pour proposer un atelier. Et les 3 autres mercredis du mois étaient animés et le relais était pris par les animatrices et les soignantes de l'unité de vie protégée. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. On a fait ça pendant plusieurs années. On a tenu, je crois que c'est 3 ou 4 ans. On a fait ça et puis voilà, donc on a planté énormément de choses. Hein. On a planté des beaux arbres sur assez peu de terre, donc c'était très satisfaisant. Ça marchait bien avec quand même toujours un peu d'énergie à dépenser pour demander aux animatrices de bien vouloir aller de temps en temps arroser. Enfin voilà, quand même une certaine fragilité au niveau de l'entretien.
parce que cette partie de la maison de retraite n'était pas entretenue par la société au marché public qui s'occupait des autres espaces verts de la maison de retraite. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y en avait même très peu. Et donc, il y a une société qui passe une fois par mois, une fois tous les 2 mois, qui taille tout très très rapidement et puis qui s'en va. En général, des personnes qui ne connaissent rien. Parfois même, de façon anecdotique, on a même des fois demandé à ces gens-là de ne rien faire, parce que ils rasaient tout. Enfin, c'était dramatique. En tout cas, ils n'intervenaient pas à l'unité de vie protégée. Et donc, parfois, il y avait, notamment pendant les périodes de vacances d'été et les périodes de sécheresse, un petit suspense sur l'arrosage. Et parfois, il y a des plantes qui étaient un peu abîmées. J'ai quitté la maison de retraite de l'EHPAD Oasis en 2020 et à ce moment-là, il n'y a pas de relais. Voilà, ce petit relais-là sur lequel j'insistais ne serait-ce que pour arroser, il n'y a pas eu de relais. Donc Anne Rib n'a plus été sollicitée. Alors, on a eu la crise Covid. Donc il se trouve que notre intervenante ne souhaitait pas travailler pendant cette période de contagion, hein, parce elle avait peur d'être contaminée, de contaminer son mari. Donc, il n'y a pas eu d'animation pendant un certain temps. Moi, j'ai quitté la maison de retraite. Le marché, c'était pas un marché, c'était une collaboration. Oui, c'était une collaboration qui était faite sous forme de prestations, voilà, de prestations à la prestation. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y a une petite question là sur le chat. C'est oui, l'équipe d'animation, certains soignants ont été formés en amont de ces animations à l'EHPAD Oasis, ont été formés pendant plusieurs jours à, à l'intérêt du jardin de soins, aux bénéfices thérapeutiques et puis aussi à la technique, voilà, aussi à l'entretien d'un jardin. Il y avait eu, je crois, 2 ou 3 jours à plein temps de formation pour l'équipe d'animation par Anne Rib et son mari. Voilà, donc j'ai quitté la maison de retraite. Il y a eu cette période de pandémie pendant laquelle on n'a pas eu notre intervenante. Ça n'a pas été relayé par l'équipe d'animation. Et puis la directrice qui a pris le poste, ça l'intéressait pas. Elle n'a pas souhaité même bénéficier du bénévolat de cette amie, de cette voisine de la maison de retraite qui proposait de venir arroser régulièrement, ne serait-ce que pour que les plantes ne crèvent pas. Et le jardin est tombé en désuétude, il n'y a plus de jardin. Voilà, donc c'est une expérience. Voilà, ça c'est il n'y a plus d'animation à l'unité de vie protégée, plus de jardin thérapeutique et certainement actuellement plus de plantes et c'est retourné en friche, comme ça l'était il y a 7 ou 8 ans. Actuellement, je travaille à l'EHPAD Alquier de Brousse. Alors là, c'est un peu différent parce qu'on a beaucoup plus d'espace. Donc on a un très grand jardin. L'EHPAD, il est sur une parcelle de 3 hectares. Et quand je suis arrivé à la maison de retraite, il y avait déjà un projet qui avait été rédigé par l'ergothérapeute, la psychomotricienne. Donc là, les ergothérapeutes, les psychomotriciennes étant à l'initiative de jardin thérapeutique, c'est beaucoup plus facile. Je suis même obligé de signer un document où je m'engageais à ce que ce jardin thérapeutique, qui avait été planté déjà 1 ou 2 fois par les directions précédentes, qui n'étaient pas passées à exécution. Donc elles étaient donc frustrées et très inquiètes avec moi de savoir si j'allais les planter à nouveau. Donc j'ai signé ce document et on est reparti sur le modèle que j'avais expérimenté à Oasis et qui m'avait paru bon, hein, avec les limites quand même que je viens de vous évoquer. On a formé l'équipe les psychomotriciennes, ergothérapeutes. Je crois qu'il y avait quelques soignants aussi de l'unité de vie protégée et qui ont été formés par thérapie. Et je crois me souvenir. Il y a Isabelle Launay qui participe au Zoom, qui était précédemment intervenue à l'EHPAD Oasis, donc on était en contact personnel, on était resté en contact. Et puis c'est le même modèle là qui existe et je crois que ça fonctionne plutôt bien, hein, parce que voilà, donc Isabelle vient un mercredi et puis les 3 autres mercredis sont animés par les psychomotriciennes et l'ergothérapeute. On a quand même des bons budgets
à la mairie de Paris, c'est pas trop difficile, on n'a pas besoin de faire d'appel d'offres. On travaille comme si c'était des prestations d'animation. Alors, c'est assez facile, mais c'est aussi précaire et peut-être qu'un jour, on sera obligé de faire un appel d'offres. Je sais, par exemple, que pour refaire les allées carrossables de ce petit jardin pour pouvoir y aller en fauteuil roulant, on a été obligé de faire un appel d'offres. Voilà. Moi, je voulais m'arranger comme ça, choisir selon les critères personnels, ou en tout cas de l'équipe de Brousse, et on a été obligé de faire un appel d'offres avec les considérations financières qui vont avec. Donc là, c'était et qui n'étaient pas, et ces considérations financières n'ont finalement pas été totalement en phase avec la création d'un jardin thérapeutique, quoi. Il n'y a pas eu de notion tellement ouais, voilà, de ce qu'on peut faire avec des résidents comme activité. C'était plus une notion technique. Est-ce qu'on va pouvoir rouler convenablement sur les allées carrossables en fauteuil roulant? C'était technique et financier, les critères. Avec ces deux expériences, est-ce que vous, de votre point de vue de directeur d'EHPAD, il y aurait, budgétairement parlant, par exemple, des solutions à proposer pour justement peut-être éviter ou en tout cas essayer de trouver une alternative à ce qu'un projet quand même qui demande beaucoup d'énergie sur quelques années, c'est au bénéfice aussi de l'établissement, puisque quand même un jardin, c'est l'image de marque aussi. Est-ce que vous avez une solution, une piste, on va dire? Oui, oui, au niveau budgétaire et comptable, l'entretien du jardin passe sur une ligne travaux, services techniques. Il serait convenable de libérer de prendre de l'argent sur cette ligne budgétaire, de la mettre sur par exemple, le budget des psychomotriciens, des ergothérapeutes, donc de faire passer ça d'un groupe budgétaire à un autre. Et voilà, alors ce sont des financements qui sont différents, hein. En maison de retraite, nous, on a 3 financements. C'est hébergement, dépendance et soins. Et donc, je pense que là, on doit faire passer cet argent du budget hébergement, sur lequel tous les travaux et les services techniques sont financés, faire passer ça sur le budget de soins. Ça, je pense que c'est important à ce moment-là d'avoir, ouais, une ligne budgétaire consacrée où dessus c'est écrit thérapie non médicamenteuse, par exemple, quelque chose comme ça. Et est-ce que Ça, ça peut être sanctuarisé sur un certain nombre d'années? je pense que oui. Ce que je propose, c'est de sanctuariser pour 5 ans l'existence d'un jardin thérapeutique avec la ligne budgétaire qui attenante, quoi, qui permet d'assurer ce service, quoi, cette thérapie. D'accord. C'est pareil aussi quand vous dites que ce sont les soignants, les encadrants qui s'occupent du jardin. Est-ce que dans cette ligne où il y a également la partie thérapeutique, est-ce qu'il y a aussi cette partie d'entretien? Non, c'est pas nécessaire parce que l'entretien général, il y a une société qui est au marché et qui fait l'entretien de tout le jardin de la maison de retraite, et le jardin thérapeutique est intégré dans ce marché. Donc là, c'est vraiment pas difficile de simplement de parler aux personnes qui viennent, de leur dire faites attention à tel endroit, faut pas y toucher, il y a les ateliers de jardin thérapeutique. Par contre, oui, la pelouse, oui, les arbres, faut les tailler. Là, non, là-dessus, c'est déjà pourvu, quoi. Ça marche très bien. Merci beaucoup, Frédéric. On va passer à Mélanie. Donc, Mélanie Selle, je rappelle pour les derniers arrivants, donc est infirmière au CHU de Saint-Étienne. Et elle a rédigé en 2023 un mémoire qui met en exergue à la fois les difficultés et le regard qu'elle a eu en tant que soignante sur la manière dont s'organise ce jardin qui s'appelle le Jardin des Mélisses. Tout à fait. Du coup, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que le jardin, il a été créé en 2015 par le docteur Pommier, qui à l'époque était interne. En lisant le mémoire du coup d'un collègue infirmier, ils se sont rendus compte que voilà, c'était un projet à mettre en place, tout ça. Et moi, j'ai intégré le jardin en 2018. Donc du coup, j'étais pas sur la création du jardin. Ce qui du coup est un peu compliqué pour moi, enfin ce qui a été compliqué pour moi quand j'ai pris notamment le poste du coup à 50% qui a été mis en place
l'année dernière parce que du coup, j'avais pas tous les tenants, les aboutissants de la création du jardin. Ce que j'ai compris en discutant avec France Criou et avec Romain Pommier et puis d'autres personnes de l'équipe, c'est que malgré tout, le jardin a été créé avec beaucoup de motivation de beaucoup de personnel du CHU, avec du coup une pluridisciplinarité qui est quand même très importante dans un projet comme ça. Euh, et je pense que bah, l'accompagnement par France Cryo a été très important et non négligeable, et justement sur le côté pérennisation du projet. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup été dans la prévention sur beaucoup d'aspects qui auraient pu être plus compliqués par la suite si elle n'avait pas été là pour nous, voilà, nous guider et nous accompagner dans ce projet. Dans les points positifs, c'est la pluridisciplinarité et la motivation des équipes. Ça, on ne peut pas l'enlever. Le fait aussi que du coup, en fait, le jardin a été créé en 2015 et depuis, il y a eu beaucoup de projets et d'ambitions qui ont été portés notamment par Romain Pommier, comme par exemple créer un DU, euh, comme par exemple avoir un réseau des jardins de soins, enfin les choses comme ça qui font qu'en fait on arrive du coup à se soutenir entre nous et à faire évoluer la vision des jardins de soins auprès à la fois bah, de nos collègues à l'hôpital et aussi sur l'extérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jardin, il a quand même été menacé quand même plusieurs fois depuis sa création. Il y a eu notamment un projet d'un nouveau bâtiment et le fait d'avoir des partenaires, c'est un des points qui est important. Le fait d'avoir des partenaires nous a beaucoup aidé. L'UNAFAM notamment, qui a été en lien avec la direction pour soutenir le fait qu'on ne pouvait pas abîmer le jardin pour rajouter ces bâtiments. Et du coup, grâce à ça, en partie, il y a voilà le projet qui impliquait le moins le jardin a été choisi et en contrepartie, on a eu quand même quelques propositions pour améliorer le jardin comme il est maintenant avec le bâtiment. Quels étaient les arguments des partenaires et quels étaient les partenaires pour vous aider et vous soutenir? Et forcément, bah, c'est les bienfaits sur les patients, l'amélioration de la qualité de vie, alors au travail pour les professionnels, de visite pour les proches des patients et la qualité d'hospitalisation pour les patients. Rien que ça, c'est indispensable. Après, on a aussi bah, les médiations qui ont lieu au jardin et qui peuvent pas se faire sur un espace qui est minime, quoi. On a besoin d'un grand parc, on a quand même des patients qui sont hospitalisés pendant des fois malheureusement des mois ou des années et qui ont besoin d'avoir un cadre de vie qui est confortable et agréable et apaisant. Et on sait à quel point la nature est apaisante. On était à l'époque à une carence infirmière au pôle de psychiatrie, je crois qu'il était autour de 40 professionnels. Alors certes, on a 8 unités qui sont concernées par notre jardin, mais ça représente un nombre de personnel énorme. Donc derrière, on avait des équipes qui étaient épuisées, on avait les personnes qui étaient du coup référentes du jardin n'avaient plus la motivation à venir au jardin. Moi, je me souviens, on m'a dit, mais Mélanie, tu te rends compte, déjà, le service, j'en peux plus, mais en plus, le jardin. Alors que normalement, on pourrait partir du principe que le jardin, c'est censé être la bulle de respiration sur le poste. Mais en fait, les personnes étaient tellement malmenées, tellement bah, toujours surmenées, avec une surcharge de travail, qu'en fait, les personnes n'en pouvaient plus. Et c'est vraiment ce qui était ressorti à ce moment-là de ce que j'avais pu retirer des collègues. Après, il y a aussi, dans les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est l'instabilité des équipes. On a un gros turnover dans les services. Notre génération fait aussi que les personnes ne restent plus très longtemps dans un endroit, dans un service. Et du coup, bah, le jardin le subit aussi parce que finalement, on essaye d'informer au maximum les équipes, les soignants, on essaye de recruter des personnes pour faire partie des médiations, mais finalement, bah, ça tourne tellement vite qu'il faut arriver à suivre aussi et à bah, se réactualiser les informations dans les services, parce qu'on se rendait compte pareil que bah, quand j'ai fait mon mémoire, il y a peu d'infirmiers qui avaient indiqué, ou de médecins même, qui avaient indiqué déjà un patient au jardin. Si je demandais aussi, si, je sais pas,
ils avaient toutes les informations pour expliquer comment la médiation fonctionnait, et ben, la plupart m'étaient que non. Et finalement, en fait, c'est comment arriver à laisser le jardin dans la tête de tout le monde, à arriver que tout le monde puisse se saisir de cet outil de soin, parce que finalement, pour nous, c'est un outil de soin. Et ça, j'étais agréablement surprise parce que dans mon mémoire, les collègues infirmiers notamment avaient bien reconnu le jardin comme un soin. Et c'est quand même pas négligeable. Mais du coup, voilà, en gros, j'ai remarqué dans les risques un petit peu qui étaient d'actualité, c'était voilà, de ne pas assez informer les personnes et que du coup, en fait, finalement, le jardin s'épuise un petit peu et que les patients, du coup, ne soient pas indiqués à la médiation et ne puissent pas profiter des bienfaits du jardin parce que les équipes sont aussi dans leur quotidien et ont du mal voilà, n'ont pas la possibilité de se renseigner et de savoir d'eux-mêmes comment et pourquoi on fait ce soin, en fait, et qu'est-ce que le jardin peut apporter. Donc ça, c'est un des rôles qui m'est attribué et voilà, qu'on est en train de mettre en place, d'essayer, voilà, de beaucoup informer, de beaucoup montrer les bienfaits du jardin, de faire beaucoup d'événements pour rassembler les équipes, améliorer la qualité de vie au travail et pour les patients. Et, euh, et voilà, essayer de fédérer, de montrer l'intérêt du jardin pour tous. Pour tous, incluant les soignants eux-mêmes. Est-ce que vous avez un retour de ça? Des Ah, soignants qui utilisaient peut-être pas automatiquement le jardin comme cadre de soins, mais aussi le jardin comme peut-être cadre de pause, si on peut avoir des mm, pauses dans sa journée mm. très remplie. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est un vecteur de travail pour vous aussi? Alors, je vois quand même quelques collègues qui arrivent à prendre leur pause au jardin. Je vois quelques collègues qui arrivent à se balader ou des étudiants qui arrivent à accompagner des patients, se balader avec des patients. Après, la réalité hospitalière fait que, au contraire, j'ai une collègue il y a 2 jours qui m'expliquait, avant, je prenais le temps de sortir, d'aller au parc, d'accompagner un patient. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Et en fait, du coup, elle me disait, du coup, ce que je ne vois pas n'existe pas. Et le fait de ne pas voir ce parc, à part par la fenêtre ou des choses comme ça, quand elle passe dans le couloir, et le fait de ne pas le voir, je ne pense pas forcément du coup à proposer aux patients d'y aller, à proposer aux patients peut-être de s'inscrire sur la médiation. Et du coup, c'est malheureusement, mais par rapport aux conditions de travail, c'est plus dans l'autre sens, quoi. Alors que le jardin est effectivement beaucoup plus apaisant et accueillant qu'avant. Je vous remercie, Mélanie. Merci. Je peux dire effectivement que votre mémoire est consultable sur le site de la Fédération. J'invite les gens qui sont présents à aller le lire. C'est une mine d'informations aussi. Et merci pour votre travail en tout cas. Merci. Alors maintenant, je me tourne vers Stéphanie. Stéphanie Personne, donc, qui a créé la société Thérapie. Je pense que toi, avec tes formations multiples et, voilà, et tes études multiples, tu vas pouvoir, et avec le recul que tu peux avoir d'accompagnement depuis l'amont jusqu'à l'aval, vas pouvoir nous aider justement à réfléchir sur un certain nombre de solutions dont on a parlé avec les différents intervenants et pousser au-delà aussi ces solutions qui sont bornées aussi à des limites, on le voit, des limites d'épuisement au travail, des limites budgétaires, voilà, toutes sortes de limites aussi. Je te laisse la parole donc pour, euh, pour nous parler d'un projet, les derniers projets sur lesquels tu as travaillé et, et nous donner une perspective positive sur les solutions. Je vais essayer de faire ça. Mais je suis très optimiste quand même parce que je pense que si on est tous là ce soir, c'est parce qu'on est tous plein de bonne volonté et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de l'importance d'être au contact de la nature, à quel point ça fait du bien et donc je suis très confiante là-dessus quand même. Malgré qu'il faille quand même tenir compte de toutes ces difficultés qui sont une réalité et je pense que bien connaître la réalité du terrain, les difficultés du terrain et ne pas se voiler la face, c'est aussi une manière d'anticiper et de pérenniser les projets. Donc, bon, on a pu voir ce soir que la mise en place d'un jardin, hein, le fait de penser le jardin, de sa pérennité depuis sa conception, c'est déjà très important.
Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à ce niveau-là, mais pas que. Donc, pour faire un petit résumé, hein, la conception, ça se fait avec les équipes soignantes, aussi avec les bénéficiaires. Ne pas oublier les bénéficiaires, hein, on parle beaucoup des soignants ce soir, mais surtout n'oublions pas que ce jardin, l'objectif, hein, c'est pas le jardin, mais ce sont les personnes qui vont en bénéficier. Donc, faire avec eux aussi. C'est un gage d'appropriation, et l'appropriation, c'est un des premiers facteurs, hein, de pérennité des jardins. Pourquoi on fait le jardin? Pour plein de choses, pour se retrouver dedans, pour se faire du bien. Donc, chaque personne va avoir son propre imaginaire de jardin, et il faut pouvoir, du coup, créer chaque jardin d'établissement par rapport aux personnes qui travaillent dans cet établissement et leur propre imaginaire, leur propre référence, etc. Donc, chaque jardin va être unique et va se construire et évoluer avec les personnes qui vont participer à sa conception, mais aussi à sa réalisation, parce que ça ne s'arrête pas au niveau de la conception, c'est aussi dans le temps qu'il faut voir les choses. Donc, Thomas et Nicole nous l'ont bien expliqué, l'accompagnement des personnes, des soignants dans le temps va être un gage de pérennité. Euh, c'est accompagner les soignants pour intégrer l'orthithérapie dans leur pratique de soins. Et j'insiste là-dessus, que ce ne soit pas une charge supplémentaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes enfin, je sais que nous, on forme les établissements, on forme les soignants, et on explique aux directeurs d'établissement, hein, que si on forme les soignants, c'est pour qu'ils puissent utiliser le jardin dans leur pratique. Ça doit faire partie de leurs heures de travail. C'est pas quelque chose qui doit se faire en plus. C'est pas les soignants qui vont avoir en charge l'entretien du jardin, même si l'entretien peut se faire lors des activités d'orthithérapie. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir, et je vais revenir dessus après. Mais ça suffit souvent pas. Je parle notamment je prends l'exemple d'un EHPAD où on est dans le cas de personnes âgées qui ont des capacités quand même assez réduites. Il y a des choses que ces personnes-là ne pourront pas faire. Donc, il faudra une aide extérieure. Cette aide extérieure, ça peut être par les jardiniers qui viennent dans ce jardin, mais souvent, ils ne sont pas sensibilisés. Donc là aussi, il va falloir les sensibiliser. Et des fois, ça ne suffit pas non plus. Voilà. Donc, la formation des soignants, c'est très important. Les accompagner sur, j'entendais 1 an, 2 ans, oui, faut vraiment au moins les accompagner sur 1 an pour qu'ils puissent se rendre compte de tout ce qui peut être fait sur une année de jardinage, hein, en fonction de la saison, mais aussi pour qu'il y ait une dynamique d'équipe qui se met en place, pour être confronté à la réalité du terrain, pour être confronté aux difficultés, et au fur et à mesure essayer de résoudre les problèmes tels qu'ils vont se présenter, parce qu'il va y en avoir, il va y en avoir tout le temps, et ça, il faut savoir aussi être conscient de ça et faire avec. Ce qui est très important dans la pérennité du jardin, c'est donc l'implication des soignants, le directeur, hein, la volonté du directeur, le fait qu'il soit bien au courant de ce que c'est qu'un jardin thérapeutique, un jardin de soins. C'est très important, qu'ils comprennent bien. Moi, j'ai eu affaire des fois à des directeurs qui m'ont dit, mais je ne comprends pas, dans le jardin, il y a des mauvaises herbes, c'est pas bien entretenu. Voilà, je pensais pourtant que le message était clair, mais non. Il peut y avoir des mauvaises herbes. Je dis aux mauvaises herbes parce que tout le monde le comprend. On va dire plantes sauvages. Et le mot sauvage peut résonner, et c'est ça qui va être intéressant aussi. Des plantes sauvages du coup, bon, excusez-moi, le chien qui s'active. C'est intéressant de les avoir au jardin parce que, tout simplement, il y a des personnes qui vont être intéressées de pouvoir observer des plantes sauvages dans ce jardin. En disant, ah, elles ont leur place au jardin. Ah, peut-être que moi aussi, j'ai ma place dans la société. Je fais un... Bon, voilà, je fais un raccourci, mais en gros, j'ai pu vivre ça lors d'ateliers. Et aussi, parfois, se dire, bon, ces plantes-là, on voudrait les éliminer pour laisser la place à d'autres, pour pouvoir planter des tomates ou autre chose. Qui veut s'en charger? Aujourd'hui, il y a une personne qui a très envie de pouvoir se défouler. Hop, elle va pouvoir arracher ces mauvaises herbes, entre guillemets. Donc, c'est important d'avoir ces herbes-là dans un jardin pour pouvoir justement participer à leur arrachage. Voilà, un jardin, c'est pas que être dans un espace qui est tout beau, tout propre, c'est aussi participer aux soins de ce jardin. Voilà, donc comprendre ce que c'est qu'un jardin, un jardin thérapeutique, autant au niveau des soignants que de la direction. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Difficulté d'entretien, ça c'est très important. Je l'ai dit, les soignants ne suffisent pas, il faut une aide extérieure. Et c'est là où je voulais parler de cette expérience qu'on a eu la chance de pouvoir mener avec le conseil départemental du Val d'Oise pendant 3 ans.
on a pu mettre en place tout un réseau de jardins à vocation sociale et thérapeutique. Donc, c'est le jardin des possibles. Donc, on a pu mettre en place 7 jardins en 3 ans. Et c'est des jardins. Alors, le premier jardin, c'est celui de l'abbaye de Maubuisson, qui est un jardin situé dans un espace public. Donc là, on a pu expérimenter justement comment on pouvait, dans un espace public, faire venir des bénéficiaires, différents types d'établissements sociaux et médico-sociaux, hein, donc EHPAD, établissements pour personnes handicapées, pour enfants, voilà. Donc, grand panel de bénéficiaires, ils ont pu venir dans ce jardin. Et puis ensuite, c'est comme ça a eu beaucoup de succès, le département nous a missionné pour en créer d'autres, mais dans des jardins attenants à des établissements de soins. Donc, on a pu créer 2 jardins dans des EHPAD, 2 jardins dans des foyers d'accueil médicalisés, un jardin dans une résidence autonomie. Les enfants, on n'a pas pu faire, mais ça s'est fait de manière indirecte, via la formation, parce que c'est arrivé au moment du Covid, et bon, il y a eu quelques petits problèmes aussi à ce niveau-là, et puis aussi parce que dans les structures qui accueillent des enfants, c'est très difficile d'inviter d'autres personnes de l'extérieur. Et pour nous, c'est important de pouvoir inviter des personnes de l'extérieur, parce que c'est le cœur du projet, enfin, Jardin des possibles, du réseau Jardin des possibles. C'est-à-dire qu'on a mis en place ces jardins, on a formé les soignants à l'utilisation des jardins, donc on les a accompagnés pendant au moins 1 an, au moins 1, parce que ça dépendait, donc le marché s'est fait sur 3 ans, donc des fois on les a accompagnés un peu plus. Donc on les a formés à l'utilisation du jardin pour que les bénéficiaires du jardin, je prends l'exemple d'un EHPAD, pour que les personnes âgées puissent utiliser le jardin dans leur quotidien, grâce à l'implication des soignants. Et puis, nous, on venait en plus pour animer des ateliers d'orthithérapie, pour soutenir, donc pour aider les soignants dans leur quotidien, et pour ouvrir le jardin sur l'extérieur. Parce que c'était ça aussi l'objectif de ce marché, c'était de voir comment ce jardin pouvait aussi avoir comme objectif de décloisonner l'établissement et de créer du lien vers l'extérieur. Et donc, on a pu, je reprends l'exemple de mon EHPAD, mais voilà, ça marche dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux, ouvrir le jardin à d'autres établissements du Val d'Oise qui ne disposaient pas de jardin, pour qu'ils puissent venir voir ce que c'est qu'un jardin thérapeutique, en tout cas pour pouvoir bénéficier d'un lieu de nature, et rencontrer les résidents de l'établissement. Donc, ça avait double bénéfice, en fait. Créer du lien, rencontrer l'autre, et puis permettre de sensibiliser pour qu'eux-mêmes puissent se projeter, peut-être faire un jardin aussi de leur côté. Et donc, on a pu tester ça pendant ces 3 ans. Et on a remarqué que ça permettait aussi de pérenniser ces jardins. Parce que si vous avez plusieurs acteurs qui utilisent le jardin, ça permet de l'entretenir via l'animation, en fait, via l'atelier d'orthithérapie. Parce que quand vous avez, donc je reprends, personnes âgées qui ont des difficultés à se baisser, voilà, certaines capacités qui sont limitées, et que vous faites venir dans ce jardin d'autres types de bénéficiaires, je prends par exemple des bénéficiaires du RSA, ça permet d'aider à l'entretien. Les personnes bénéficiaires du RSA, elles n'ont généralement pas de problème à se baisser, et donc elles peuvent aider à l'entretien dans des massifs au sol ou des choses voilà, diverses et variées. À l'arrosage aussi. L'arrosage, c'est un des gros problèmes. Parce que ça demande, surtout dans la saison estivale, hein, c'est difficile. C'est important que les bénéficiaires prennent soin du jardin, arrosent le jardin, mais ils ne peuvent pas être tout seuls à le faire. Ça devient une charge. Et si c'est une charge, du coup, c'est plus thérapeutique, il n'y a plus d'effet positif. Donc, le fait de pouvoir mutualiser en fait ce jardin en faisant venir d'autres personnes de l'extérieur, ça permet d'aider à l'entretien. Voilà. Alors, ça demande aussi, ça répond à plein de bénéfices, mais c'est aussi quelque chose qui demande une implication, de contacter les structures, de coordonner. Ça demande aussi des possibilités de déplacement, c'est pas toujours évident, et une grosse communication. Mais je crois aussi, ce qui fait qu'il y a une pérennisation des jardins, c'est vraiment de pouvoir communiquer énormément, énormément, énormément. On en a parlé, communiquer auprès des soignants, communiquer auprès de la direction, et communiquer auprès des financements aussi. C'est pas toujours le directeur qui finance, des fois c'est d'autres sources de financement. Donc, il faut toujours aussi rendre des comptes, communiquer. Si on peut résumer ces interventions de ce soir, on dirait de l'amont à l'aval, j'espère que les personnes qui sont présentes ont pu avoir grappillé quelques petites idées, quelques petites solutions. On sait que ça n'est pas simple, hein, d'installer un
un jardin de soins, de le pérenniser. Mais c'est vrai qu'on est au sein de la fédération, et puis j'espère que ça va essaimer autour, de plus en plus convaincus des bienfaits des jardins dans notre quotidien. Il y a différentes solutions. C'est vrai que la solution de la mutualisation, moi je l'ai trouvée effectivement, Stéphanie, particulièrement intéressante. Il faut effectivement là aussi quelqu'un qui coordonne, mais je pense que ça mutualise et les efforts et les finances, et aussi ce que tu dis et qui est fondamental du rôle des jardins, c'est le lien social, les liens sociaux croisés aussi, c'est très intéressant. Ça n'est pas partout possible, évidemment, selon les pathologies. On peut effectivement pas ouvrir tous les jardins. Mais écoutez, je vous remercie tous les intervenants. Je vais me retourner vers Clara pour savoir si on peut lancer des questions. Alors, il y a déjà une première question qui avait été posée par Andrea. Du coup, pour Stéphanie, comment s'appelle le jardin public dont tu as parlé en début de présentation? Alors, le jardin public, c'est celui du parc de l'abbaye de Maubuisson, dans lequel on a créé le jardin des possibles. Donc, c'est un espace dans ce parc. Est-ce que tu peux nous le décrire? Quelle superficie et comment ça J'en sais fonctionne rien, en il n'y a pas quelques de mots? limite. La limite Super. change chaque année en fonction des tontes qu'on y fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que le jardin se transforme d'une année à l'autre. On a de l'espace, hein. On a la chance d'avoir un parc avec des très vieux arbres, donc voilà, c'est un grand espace. Mais on a un espace un peu plus cocon contenant, dans lequel on laisse pousser les orties tout autour et on tombe pour créer voilà, cette bulle dans laquelle nous, on interagit. Je pense que la question est toujours adressée à toi, Stéphanie, en demandant enfin, si vous aviez un jardin thérapeutique dans le Var, ou en tout cas à tout le monde. Non, non, non. On est, voilà, là où on intervient, c'est beaucoup en région Île-de-France, puisque c'est là où on vit. Après, on forme un peu partout en France, et du coup, il y a d'autres jardins qui ont éclos, mais dans lesquels nous, on n'intervient pas dans le quotidien. On peut dire effectivement que si des gens cherchent des endroits ou des personnes ressources, encore une fois, sur le site de la fédération où ils peuvent prendre contact, puisque la fédération a des relais un peu partout en France, selon les régions ou les départements. C'est ça, exactement. Sur le site, vous retrouverez, pour ceux qui cherchent un peu des relais plus locaux, un onglet qui s'appelle la carte géographique des membres. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver les contacts en fonction de où sont localisés chacun des membres de la fédération et que vous pouvez contacter en direct à ce moment-là si vous avez des questions très locales en tout cas. Bonsoir Clara, bonsoir tout le monde. Donc Vincent Bouvier, enseignant-chercheur Institut Agro à Angers. On a eu le plaisir d'accompagner Clara pour la réalisation du jardin qu'elle a mis en place à la clinique de l'Anjou. Et avec mon collègue donc Gilles Galopin, on est en train d'essayer d'avancer pour l'Institut Agro pour mettre en avant une formation au niveau ingénieur qui tournera sur la question, enfin qui sera centrée sur la question paysage, végétal, santé. Et donc de former des bac plus 5 avec une sensibilisation à la question à la fois du paysage, du végétal et de la santé. Donc c'est pas simplement le jardin à visée thérapeutique, l'ortithérapie que l'on ambitionne, c'est vraiment les entrées aussi par le fait d'être immergé dans le paysage, de voir en quoi le végétal contribue à un certain nombre de bienfaits, mais aussi de certains disservices qu'ils peuvent apporter. Et on a eu quelques occasions d'échanger aussi avec des organismes plutôt localement, avec l'ARS par exemple. On intervient sur les réflexions actuellement sur le PRSE 4, donc plan régional santé environnement, et sur tout ce qui touche aux questions de l'urbanisme favorable à la santé, l'UFS. Voilà. Et on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'apporter des compétences dans les métiers de l'horticulture, du paysage, pour justement accompagner le soin, accompagner un certain nombre d'établissements. Je sais qu'il y a Maude qui est là ce soir, Maud Hervé, qui a fait un stage à l'hôpital du Mans, là. Et je voulais juste apporter effectivement ce commentaire de l'importance du jeu des acteurs au niveau de l'établissement. Pour la petite histoire, l'ambition était de développer
plan directeur, je dirais un schéma directeur favorable à la santé au niveau d'un établissement de soins qui est l'hôpital du Mans. Et c'est vrai qu'on peut on peut se trouver des fois dans des situations un petit peu délicates, eu égard à je dirais, la temporalité de la réflexion de l'établissement, du portage par la direction, de la bonne diffusion d'informations auprès des équipes et de la chronologie justement je dirais des réflexions. Par exemple, par rapport à un schéma directeur immobilier qui n'est pas encore au fait. Et donc, voilà, cette question de la chronologie des interventions et la priorisation des actions, elle est importante à mener. Et du coup, là, l'idée, c'est bien sûr, les jardins visite thérapeutiques, l'ortithérapie a un sens c'est incontestable, mais réfléchissons aussi à la manière de les installer dans les établissements de soins aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un changement, on change de focal et on réfléchit à l'échelle du site dans sa globalité et de son accroche au territoire. Voilà. C'est juste vous apporter ces quelques éléments de réflexion et puis merci pour ces témoignages qui étaient éclairants. Si je peux me permettre d'apporter une information, ça serait encore à vérifier, mais il me semble que l'institution française qui a le plus de mètres carrés disponibles au sol, ce sont les hôpitaux. Donc, il y a une vraie réflexion à mener à l'heure actuelle, effectivement, me semble-t-il, parce que ce sont des espaces qui sont plus ou moins dédiés parfois à des parkings, ce qui est un peu dommage. Et c'est vrai que ce que je retiens de cette soirée, c'est qu'effectivement, la pérennisation, j'ai l'impression, passe, et c'est vrai, par essayer de convaincre et mobiliser des gens qui sont, entre guillemets, rendus à la cause du fait que c'est pas le jardin, c'est la santé et le vivant qui doit être, et le végétal qui doit être réapproprié. Et on se borne à un problème, c'est qu'effectivement, on sait l'état des hôpitaux en France et on sait aussi que beaucoup de mètres carrés sont vendus et justement sont perdus. Ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites et bien avoir en tête que, en fait, on a l'hôpital, c'est la ville dans la ville. Et en fait, on retranscrit le schéma qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la perte de terre aujourd'hui vivante. Et au sein des hôpitaux, on a des besoins accrus. Donc, du coup, on a plutôt des équipements qui augmentent, mais plutôt qui imperméabilisent les sols, qui artificialisent les sols. Donc, du coup, c'est important que le paysagiste, il ne vienne pas à la fin de l'histoire, il vient au début de l'histoire pour être en même temps que se déploie, je dirais, la question du schéma directeur du bâti et des infrastructures. Parce que sinon, on se rend compte qu'après, on récupère des pots de chagrin et là, on est beaucoup plus limité. Donc, défendre le vivant, c'est défendre aussi le foncier à un moment donné et ce rapport aux espaces ouverts et perméables. Oui, ce qui veut dire aussi que ça a été intégré en amont dans une réflexion plus globale des établissements et pas seulement bon, il nous reste 50 mètres carrés, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah bah, on va en faire un jardin, et plutôt de faire la démarche inverse, de dire on a envie de faire un jardin, où est-ce que c'est possible de le faire? Et alors s'il y a un espace, peut-être le prioriser, ou comme ce qui s'est passé au Jardin des Mélisses, de pouvoir finalement délocaliser un projet de nouveau bâtiment, ou en tout cas l'adapter pour pouvoir combiner plusieurs choses, et non pas mettre en valeur uniquement l'immobilier. Donc, ouais, je pense que c'est intéressant aussi. Il y Absolument. avait une question, je pense pour Mélanie. Comment s'appelle le réseau de jardins de soins sur lequel vous vous êtes appuyé et dont tu as parlé, Mélanie? C'est Dana Eker, mais c'est valable pour la Loire. Ils sont censés faire le lien entre tous les jardins de santé qui existent dans la Loire. Donc, ils ont fait une petite cartographie au départ quand ils se sont créés. Ils essayent un petit peu de la mettre à jour. Après, c'est compliqué, hein. Et après, on a notamment un projet qui nous intéresse, qu'ils sont en train de mettre en place, c'est de faire une pépinière dans leurs locaux, sachant que leurs locaux sont à quelques mètres du CHU, donc c'est plutôt pratique. Du coup, cette pépinière serait possiblement ouverte pour accueillir nos patients sur l'extérieur ou des choses comme ça, ce qui nous permettrait d'orienter nos patients dans un parcours de soins autour de la nature, finalement. Et après, l'avantage aussi, c'est que voilà, ils nous proposent du matériel gratuit pour pouvoir nous aider. Je sais pas, ça va être des graines. S'ils peuvent, ils vont avoir du terreau, des choses comme ça. Moi, j'avais une question pour Monsieur Rousseau, qui a très justement parlé du projet d'établissement. Et je voulais savoir enfin, comment ça s'était formalisé dans le projet d'établissement, est-ce qu'il y avait il y avait une annexe particulière, comment s'était inscrit
ce jardin thérapeutique dans le projet d'établissement. C'est vrai que ça devrait être le prérequis pour, dès qu'on accueille un paysagiste dans son établissement de santé, faudrait que le paysagiste se dise, bah voilà, ok, on va faire un jardin, mais est-ce que vous l'avez mis dans votre projet d'établissement? Malheureusement, je sais pas s'il est encore là, M. Rousseau. Mais après, il y a peut-être d'autres qui peuvent témoigner sur cette question d'inscrire le jardin thérapeutique dans le projet d'établissement. Oui, je peux répondre. Il se trouve que moi, là où je suis, je travaille depuis 2 ans et que nous n'avons pas encore de projet d'établissement à jour. Donc ça tombe assez bien parce on doit le faire cette année. Et moi, je crois que au chapitre thérapie non médicamenteuse, il est important de pouvoir consacrer un chapitre au jardin. Voilà, donc la planification des animations, le public, comment on adresse les résidents aux ateliers thérapeutiques. Enfin voilà, un truc un peu formel, oui. Et à ce moment-là, en effet, ça peut inscrire au moins pour les 5 années du projet d'établissement ce projet-là. On est quand même au niveau national et même international sur une sensibilisation forte, effectivement, à la biodiversité, aux vivants. Cette histoire aussi de réchauffement climatique, l'été, on le voit, je veux dire, avoir des arbres, avoir des choses qui sont des pelouses au lieu d'avoir du macadam sont importantes. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez aussi des sortes d'injonctions à devoir réagir par rapport à ces thématiques-là? Oh, oui, oui, bien sûr, hein, à la mairie de Paris. Alors là, je ne veux pas parler non plus au nom des personnes qui animent ces politiques-là, mais oui, oui, on est très sensibilisés à aménager les espaces. Alors, par exemple, il n'est pas question de couper un arbre. Oui, c'est favorisé hein, dans la mesure du possible. Hein. Les politiques de la ville de Paris, oui, favorisent la plantation d'arbres, l'aménagement des toitures, mettre de la végétation, végétaliser les toitures. Oui, oui, on est sensibilisé là-dessus. Par exemple, à la ville de Paris, on a l'équipe de direction au sein de l'établissement, mais on a nos chefs, on a un siège qui nous, voilà, où on a aussi une politique globale et oui, les thérapies non médicamenteuses là-dedans sont favorisées. Quand on forme, par exemple, les personnels soignants à la bientraitance, il y a forcément là-dedans des aspects justement dans le comportement, dans la façon d'être, la façon de travailler, enfin la façon d'accompagner les résidents au quotidien. Ce sont des aspects qui sont dans lesquels, enfin, où les jardins thérapeutiques ont une place, au même titre que l'intervention des animaux, par exemple. Le fait d'avoir des animaux, d'avoir des prestations avec des personnes qui viennent avec des animaux pour passer du temps, faire des ateliers avec les résidents. Oui, oui, tout ça, c'est favorisé. Oui, oui, bien sûr. Bien, on va s'amenuiser tout doucement vers la conclusion parce qu'on a un tout petit peu dépassé. C'est ça. Voilà, on remercie vraiment tous les auditeurs d'avoir tenu jusqu'à maintenant, mais c'était très riche. Et puis donc pour clôturer la soirée, on vous invite à retenir donc la date du 3 février, notre assemblée générale qui sera cette année au CFPPA de Romans-sur-Isère. Donc vous êtes bien sûr tous invités à participer. Bien sûr, s'il y en a qui veulent adhérer à la fédération en tant que membres sympathisants ou actifs, vous êtes les bienvenus. Et puis sinon, nous, on vous dira un grand merci encore une fois d'être présent ce soir. Et puis un rendez-vous au printemps pour le prochain webinaire dont on vous communiquera la date dès que celle-ci sera fixée.